le fascia, c'est quoi? Ben, le fascia, je dirais, c'est tout. C'est tout. C'est le constituant même de l'ensemble d'un corps, hein. Un corps, s'il a cette forme-là, c'est grâce au fascia. Sans le fascia, les choses, elles seraient beaucoup plus compliquées à faire pour le corps humain. On est des grains de poussière au sein du grand univers. En même temps, et quelle merveille! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et pour la même occasion, je vous souhaite à tous une très belle année. Il y a quelques semaines, je suis allé voir Mathieu Masson, qui est ostéopathe à Paris et avec qui je travaille au Centre Vitruve. Et donc, j'ai interviewé Mathieu sur les fascias. Et donc, il a abordé différents thèmes comme le rôle des fascias, enfin les rôles des fascias, mais aussi l'intérêt de la pratique sportive. Cette interview dure un peu plus de 26 minutes. Vous n'êtes pas obligé de tout suivre, mais vous pouvez aussi aller sur des chapitres qui vous correspondent. Je vous invite à me suivre, c'est parti. Je m'appelle Mathieu Masson, je suis ostéopathe depuis maintenant 20 ans, un petit peu plus de 20 ans. J'exerce en libéral comme beaucoup. J'ai enseigné l'ostéopathie pendant de nombreuses années, c'est-à-dire environ 15-16 ans, au sein de l'école supérieure d'ostéopathie située à Champs-sur-Marne. J'ai occupé successivement des postes à la fois d'enseignant de matières fondamentales comme l'ostéopathie viscérale, myofaciale et également enseignement et formateur des ostéopathes pour la clinique. Beaucoup vont avoir leur définition. Il y aurait la définition, on pourrait dire, du Larousse. L'ostéopathie, c'est une thérapeutique. Au niveau de l'OMS, c'est considéré comme une médecine à part entière qui tend à identifier, je dirais, les zones de restriction du corps humain. Quand on dit les zones de restriction du corps humain, c'est qu'est-ce qui bouge moins, qu'est-ce qui bouge quasiment pas. Et avec ça, au travers de techniques, bien sûr, manuelles avec les mains, l'outil de l'ostéopathe, ce sont ses mains, ni plus ni moins, essayer de restaurer une certaine harmonie au niveau de la souplesse et des mouvements. Bien sûr, tout ça se fait par l'intermédiaire de l'anamnèse du patient, où on va poser un certain nombre de questions sur ses antécédents médicaux, traumatiques, familiaux, la prise de médicaments, comme une consultation en médecine dite classique allopathique. Déjà pour pouvoir identifier, faire un diagnostic qui va être ostéopathique, et également pour identifier au travers de ce que va nous expliquer le patient des pathologies qui ne regarderaient pas l'ostéopathie, ou du moins là où l'ostéopathie ne serait pas de première intention, et savoir référer auquel cas au bon praticien. Derrière, on va donc recueillir l'ensemble de ces données sur le patient et on va ensuite faire des tests pour regarder comment tout ça, ça bouge, faire éventuellement des tests dits d'exclusion quand on a justement des suspicions de pathologie organique. Et après, on propose au patient un traitement, après avoir bien sûr effectué un certain nombre de tests les uns à la suite des autres qui infirment, qui confirment ce qu'on avait pensé au préalable. On a des pistes, souvent un diagnostic, c'est un ensemble, je dirais, de pistes avec celles qui sont les plus probables, celles où on a le plus de critères allant dans telle ou telle direction. Et à partir de là, on va traiter avec l'accord du patient pour essayer de restaurer le plus, on va dire, de souplesse, de mouvement au sein du corps du patient. Sachant que le but n'étant pas, comme on peut l'entendre, que le patient soit droit, je veux dire, on est chacun tous avec nos travers, qu'ils soient physiques
ou autre, mais ça, ce n'est pas ma spécialité. Et encore une fois, c'est vivre avec ses travers, c'est-à-dire redresser quelqu'un, ça peut être au contraire beaucoup plus, ça peut davantage le desservir que toute autre chose. Ce qu'il faut, c'est lui donner les clés, la possibilité de s'adapter et avoir la possibilité d'avoir le mouvement aux bons endroits pour qu'il vive en harmonie avec lui-même quelque part, au niveau de ses propres, je dirais, restrictions qui datent depuis longtemps. L'homme parfait n'existe pas. Voilà. Le fascia, c'est quoi? Le fascia, je dirais, c'est tout. C'est tout. C'est le constituant même de l'ensemble d'un corps. Un corps, s'il a cette forme-là, c'est grâce au fascia. Alors, pour entrer un petit peu plus en détail, c'est à la base, d'un point de vue plus scientifique, on parle de fascia. Le fascia, c'est la terminologie, ce sont des bandelettes. Ça signifiait bandelettes à la base. Donc on imagine le corps humain couvert de bandelettes, d'un maillage qui va un petit peu dans tous les sens, mais qui a certaines directions, justement bien précises, qui correspondent à des directions et à des lignes de force en quelque sorte. Voilà. Ces fascias, ils sont constitués de quoi? Ils sont constitués de collagène, qui est un élément relativement dur du corps humain. Il y en a un petit peu partout, de différents types. Là, les fascias, c'est les collagènes type 1. Il y a des fibres d'élastine, donc justement qui vont permettre à la fois tout à fait cette possibilité d'étirement, de retour en position initiale. Il y a des fibres de réticuline, donc tout ça pareil, ça va être des fibres qui vont permettre la souplesse, l'élasticité, et puis c'est baigné bien sûr dans de l'eau avec des suies, des protéoglycanes, des choses comme ça. Les fascias, on a 60-70% d'eau qui baigne là-dedans. Et ça forme, on va dire, la toile d'araignée du corps. Vous imaginez le corps avec une toile d'araignée à l'intérieur, une grande barbe à papa, dans lequel vous auriez tous les éléments, vos organes, etc., qui vont s'appuyer dessus, mais en réalité, les choses sont un petit peu plus intriquées que ça. Il n'y a pas vraiment d'espace. Il y a les organes, vos organes, comme vos muscles, en fait, sont enchevêtrés dans les fascias, ils pénètrent à l'intérieur de tout ça, et on ne peut pas réellement, d'un point de vue mécanique, isoler d'un côté les fascias, de l'autre côté les muscles, les viscères ou autres. Non, les choses sont intriquées les unes avec les autres, et ce, par ce maillage que sont les fascias. D'ailleurs, on ne devrait pas dire même les fascias, mais le fascia. Parce que c'est un tissu conjonctif en effet, mais qui va de la tête aux pieds. Peu importe d'où est-ce qu'on part, mais c'est une unité fonctionnelle, c'est-à-dire que c'est une unité véritablement qui s'enchevêtre et qui transmet, qui diffuse un équilibre mécanique à la fois, et qui va permettre, je dirais, de tenir debout également. Parce qu'en réalité, sans les fascias, ça serait beaucoup plus compliqué. Le fascia, il a un rôle biomécanique en effet. Le tissu conjonctif, alors c'est pas le tissu qui est le plus puissant dans le sens de contraction. Ça, c'est le muscle, il n'est pas contractile comme le système musculaire, mais c'est un système de support, donc à la fois mécanique, fluidique. Ça permet les échanges, parce qu'avec toute l'eau qui baigne dedans, le système lymphatique, ça permet les échanges hydriques, ça permet les échanges électrolytiques au sein du corps. Donc c'est un rôle de trophicité à la fois. On sait que ça a un rôle également absolument énorme au niveau du système immunitaire.
hein. L'atteinte, on sait très bien que les grands brûlés, malheureusement, les fascias, on sait que c'est quand les fascias sont complètement découverts, brûlure au-delà du 3e degré, que justement, étant donné que c'est une barrière avec tout le système lymphatique et donc immunitaire en dessous, et c'est la porte ouverte aux infections et aux bactéries, qui est justement le principal phénomène létal chez les grands brûlés. Hein. Donc, les rôles des fascias, c'est à la croisée des chemins. C'est un distributeur et à la fois d'énergie mécanique, mais d'énergie, on pourrait dire, alimentaire pour nos cellules, pour toute cette matrice, et puis également pour le système immunitaire, et j'en passe, et bien d'autres, vu qu'on le retrouve partout et à tous les étages en fonction des différents tissus. On peut le retrouver dans le système nerveux, on peut le retrouver dans le système gynécologique, on peut le retrouver bien sûr dans le système digestif. Donc, il a un rôle absolument énorme du fait de sa présence et d'être, on va dire, toujours le co-médiateur, je dirais, de ce qui se passe. On n'est pas en train de parler là d'une synapse, d'un neurone, mais il y a un névroglie quand même qui est autour. Voilà, c'est toujours la même chose. Sans le fascia, les choses, elles seraient beaucoup plus compliquées à faire pour le corps humain. Les impacts de la vie sur les fascias, en effet, sur les traumatismes, sur ce qui arrive à un être humain, sont multiples. Et en effet, au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que la vie passe, ces fascias, ils vont devoir s'adapter. Ils vont devoir s'adapter à la fois à, je dirais, la manière dont ils sont nourris, c'est-à-dire de ce qu'on va mettre dans notre organisme. Pour avoir eu la chance de voir ce Dr Gambetta lors d'un séminaire, il avait expliqué justement, je lui ai posé la question, de savoir est-ce qu'il avait remarqué si ces fascias d'un patient à un autre étaient avec des caractéristiques différentes. Bon, il nous a parlé de différences parfois de couleur en effet, mais au niveau de la densité en particulier, donc cette notion de plasticité même des fascias, et lui, de son expérience, donc ce n'est pas une étude scientifique, mais simplement le reflet d'une observation in situ qu'il avait fait, c'est que plus l'on vieillissait, plus cette trame avait tendance à devenir plus lâche, d'une part, hein, et que certaines pathologies ou certaines habitudes de vie rendaient également les fascias de moins bonne qualité, plus distants, plus lâches, etc. En particulier, il avait constaté ça avec les patients diabétiques, d'une part, et chez les patients tabagiques. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dr Gaberto qui m'avait communiqué ça à l'époque, et j'avais trouvé ça en effet assez questionnant. Assez questionnant. Que la vie, en effet, progressivement, malheureusement, on perd, hein, face qu'on a de moins en moins ce conjonctif qui nous tient. En effet, quand on voit les personnes âgées, souvent avec cette perte musculaire, on voit qu'ils sont davantage osseuses, on pourrait dire. Oui, on voit bien que la plasticité, en effet, diminue. C'est un constat qu'on peut faire extérieurement, mais donc ça va avec le concept biomécanique également derrière. Après, que sur certaines pathologies comme le diabète, comme le tabagisme, c'est un impact, c'est vrai que ça, j'avais découvert. Pourquoi lui-même ne pouvait pas dire. Alors ensuite, les théories selon, bien sûr, dans le cas du diabète en particulier, comme avec le tabac, sur les macromolécules, qui sont qu'on a
quand même on diminue la possibilité au système vasculaire, aux artères et tout ça, de mieux distribuer le sang avec les angiopathies. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Ça, j'en sais rien. Ça serait aux chercheurs, des médecins de pouvoir répondre s'ils ont une idée en la matière. Mais voilà un exemple, en tout cas, de la vie, du temps qui passe ou de les pathologies sur les fascias. Après, il y a également les traumatismes, la sédentarité. Il est bien évident que c'est un modèle vivant. C'est un modèle qui est capable en permanence de bouger, de s'adapter, d'harmoniser en fait les besoins des contraintes qu'il subit. Et quand je dis qu'il subit, c'est pas le fascia, c'est le corps en lui-même avec le fascia qui l'aide, qui supporte. Donc, par exemple, lors d'une opération chirurgicale, on sait très bien qu'après, là où a eu lieu l'ouverture, l'acte sanglant, la cicatrisation, très souvent, fait qu'on a là un point de rencontre, de tension de ces fascias. Quand ça cicatrise, on a un avant et on a un après. Donc forcément, ça crée des zones où la mobilité, les possibilités de mobilité vont être restreintes. C'est une ancre. Vous avez votre bateau, vous naviguez en pleine mer. Là, vous jetez l'ancre. Bon, vous avez jeté l'ancre. C'est quand même un petit peu, c'est l'opération. D'où l'intérêt d'ailleurs, des opérations maintenant avec des actes de sanglants beaucoup moins invasifs. Il y a ça. Après, vous avez toute cette notion de sédentarité qui correspond à nos sociétés modernes, où en effet, le fascia, encore une fois, c'est quelque chose de vivant, et c'est quelque chose, comme tout ce qui est vivant, qui a besoin de bouger, qui a besoin d'être sollicité. Et il est clair que le fait de rester assise, même si ça fait partie malheureusement d'un mode de vie, d'obligation de travail, de télétravail, même ces derniers temps, n'est pas aidant pour notre corps, pour nos fascias, que ce soit la possibilité des échanges, la stimulation des échanges, mais également pour justement ce support, on va dire, pour nos muscles, pour tout. D'où l'intérêt derrière de pouvoir également s'exercer pour aider. Les muscles peuvent aider les fascias, les fascias vont aider les muscles. De toute façon, les deux sont intriqués. En réalité, on ne peut pas réellement parler des uns de chaque côté. Donc si on ne stimule pas ce vivant également que sont nos fascias, il faut le faire également d'une autre manière. Et le fait de stimuler notre système musculaire, que ce soit par des étirements, par des contractions et autres, va permettre également au système conjonctif, en retour, à nouveau, de se remettre dans sa fonction, à savoir être le support de la plasticité et des échanges. Ça marche forcément dans les deux sens. L'ostéopathie avec on va dire la médecine manuelle de manière générale va aider à quoi? Par des techniques justement. Alors, il faut déjà savoir appréhender les tissus, les densités. On va chercher au travers de techniques à redonner, je dirais, à la fois et l'élasticité, de retrouver une certaine élasticité, et à la fois un mouvement. Alors attention, entre élasticité et mouvement, quelle est la part? L'élasticité, ça va être pouvoir faire ça. Le mouvement, c'est sentir que le tissu en dessous, il bouge. Il y a toujours un micro mouvement sur un muscle et autres qu'on peut ressentir avec une main relativement bien exercée.
hein. Et c'est ça qui est important. C'est que là où il y a du mouvement, je dirais, on sait qu'il y a le passage, en effet, des vaisseaux, à la fois du sang artériel, veineux. Voilà, il faut que les choses puissent, je dirais, se mouvoir dans le corps pour que tout aille bien. Donc c'est vrai que les techniques ostéopathiques, hein, qui ne sont pas forcément des techniques dures, hein, on envisage à quel tissu, sur quel tissu on va vouloir travailler. Alors en fonction de la profondeur des fascias qu'on veut atteindre, on mettra plus ou moins de pression, hein. C'est un système d'empilement pour qu'on descende, hein. Vous imaginez, vous prenez une éponge. Il est clair que si vous mettez 2-3 feuilles de papier sous votre éponge, bon, vous mettez la main comme ceci sur l'éponge, vous faites ça, en effet, l'éponge, elle va frotter sur les feuilles de papier. Par contre, si vous mettez un petit peu plus de pression, que vous rentrez en profondeur, voilà, dans votre éponge, vous allez pouvoir amener la tension jusqu'à vos feuilles de papier, hein. Et en le faisant main, on peut même, en fonction de faire varier cette pression sur l'éponge, on va pouvoir faire plutôt travailler la première feuille sur la deuxième feuille, voire un petit peu plus de pression la deuxième feuille sur la troisième feuille. En fait, la main de l'ostéopathe, ça va être ça. Hein, c'est un apprentissage qui prend du temps, c'est un apprentissage qui prend une vie, de toute façon, hein. Comme disait un de mes anciens professeurs, voilà, je sens mieux qu'hier, mais moins bien que demain. C'est exactement ça. Donc c'est par ces techniques-là, qui sont des techniques, on pourrait dire pneumatiques, qui vont permettre de... Là c'est souple, là ça bouge, là non, là ça bouge pas. Après, en fonction du type de tissu, bien entendu, il est évident qu'on ne s'attend pas du tout à avoir la même sensation, les mêmes possibilités de cette élasticité de ce micro-mouvement quand on est au contact de l'os dur que si on est sur un abdomen, par exemple, hein. Mais donc, avec la main, on va travailler ces fascias, on va travailler en fait sur ces échanges, sur cette architecture, tout doucement, hein, en tractant, et ces fibres de réticuline, ces fibres d'élastine, ces fibres de collagène, etc., vont réagir, et on va chercher, je dirais, si on descend au niveau vraiment des protéines, à quelque part réorganiser tout ça. On n'a pas la prétention de dire telle protéine, non, c'est pas ça, mais globalement, c'est comme ça que le tissu, par des phénomènes de traction, on va obliger en fait le fascia à réagir en disant là, ça tire trop haut, bon, je vais mettre comme ça pour adapter les choses. On va forcer nos fascias à s'adapter différemment en mettant une information supplémentaire de tension, de pression, pour que justement, il décide de s'organiser différemment, de trouver, lui, une solution architecturale pour s'organiser différemment. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir travailler, en effet, essayer de restaurer, comme je disais tout à l'heure, une certaine élasticité et souplesse à nos fascias. Et surtout, un autre chemin, je dirais, de tension au corps, parce que souvent c'est ça, c'est-à-dire chercher à où est-ce qu'il faut redonner de la mobilité, où est-ce qu'il faut redonner les tensions pour que tout ça tienne, pour que ça soit une unité qui soit stable et cohérente. De toute façon, le mouvement, c'est la vie. Alors c'est l'adage, en effet, qu'on peut sortir. Mais pourquoi? Parce que justement, les fascias aident au mouvement, hein, mais le mouvement vont vraisemblablement aider les fascias et à rester, on pourrait dire, de bons fascias qui vont assurer leur fonction d'échange, qui vont assurer leur fonction mécanique. Voilà, ça va dans les deux sens, hein. Et il est bien évident qu'en ostéopathie, dès que les patients vont un tout petit peu mieux, en particulier des patients qui vont être en phase aiguë, on essaie de leur dire, bon, dès qu'il faudra envisager de faire des mouvements, de prendre
de voir avec le kiné, avec les coachs sporting, en stretching, etc. et tout, parce qu'il faut continuer à entretenir et à donner ce mouvement au corps. Il le faut à tout prix. Souvent, nous, on ne fait que passer le message au corps de dire ça serait mieux que le mouvement se fasse dans cette direction-là, en retirant tel et tel lieu qui sont engrainés. Hein. Mais derrière, voilà, il y a du travail. Une fois qu'on a rétabli une possibilité, il faut la réalisation. La réalisation du mouvement, ça va être faire des abdos, ça va être gainer, ça va être renforcer, relâcher, assouplir. Ça, je veux dire, voilà, c'est en effet dans le domaine du stretching, les coachs, la kinésithérapie, toutes ces choses-là permettent l'accompagnement et le mieux-être du patient derrière, chose qui n'est pas la spécialité des ostéopathes. Nous, on essaie d'expliquer au corps, voilà, l'harmonie elle est plutôt par là, dans le mouvement. Hein. Derrière, il faut qu'il y ait une continuité. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permet d'en savoir plus sur les fascias. Très prochainement, il y aura d'autres vidéos sur le sujet, comme les points d'ancrage, c'est-à-dire les points de fixation liés à une opération et les conséquences que cela peut créer. Et il y aura également une vidéo sur les whiplash injuries, c'est-à-dire les coups de fouet, par exemple lorsque vous êtes plaqué au rugby à la manière de Chabal, ou encore un accident de voiture lorsqu'il y a le coup du lapin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, mais aussi à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt pour de futures vidéos.